Bonjour à tous, madame, messieurs, merci de nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, nouvelle sortie. Nous sommes le mardi 26 mai 2020. Bienvenue à vous qui à l'instant nous retrouvez. Et vous le savez, on aura encore l'occasion ce jour de nous arrêter sur ces sujets qui vous passionnent, mais bien évidemment qui se gravitent autour du Cameroun et bien évidemment du monde aussi. Avec la grande famille, on en parlera avec force et respect. Charles Amel Batchoum, Bonbon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. Oui, notre mission c'est de vous servir tous les jours. Et comme vous le savez, au-delà de l'image, nous sommes là aussi pour vous rendre compte. On en profite déjà ce matin pour dire merci à tous ces millions de Camerounais qui nous regardent dans la diaspora camerounaise. Merci de l'affinité, merci de la confiance que vous portez aujourd'hui sur Equinox Télévision. Merci de l'accompagnement permanent que vous nous faites, nous aussi, sur ce plateau. Et nous vous le disons, nous sommes toujours à votre service. On commence bien ce matin avec la grande équipe et je vais déjà accueillir Charles Amel Mbachou qui est avec nous ce matin. Bonjour Charles Amel, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour monsieur Michel Gachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Tout va bien Charles Amel? Très bien. Bonbon Bengan Kanji, bonjour. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Comme il est de tradition, je ne sais pas, peut-être même que c'était écrit quelque part, le mois de mai semble être un mois très mouvementé dans notre pays. Ça date depuis des années 50, mai 55, mai 90, mai, tous les mois de mai, mai 72, mai, tous les mois de mai semblent être problématiques dans notre pays. Vous savez, lorsqu'on parle du mois de mai, oui, vous savez, les émeutes qui ont amené à l'interdiction de l'Union des populations du Cameroun ont éclaté en mai. L'inauguration même premier pont sur le Bourri, c'était en mai. Le 20 mai, c'est bien le 20 mai, en 72, le 20 mai, et ainsi de suite. Le SDF est né. Le 26 mai Voilà. 90. Et, voilà. Et aujourd'hui, c'est une escalade de la violence tout le mois de mai. Il faudrait que vous qui vous intéressez à l'histoire, vous commencez à voir. Vous qui lisez les astres. J'ai eu peur que vous diriez que Ngachou, vous êtes né le 19 mai, et là également... Non, je ne pouvais pas être né dans un mois aussi mouvementé. Merci à vous, Mbomon Bengan Kanji. Madame, Monsieur, installez-vous confortablement. Karine Santia, bonjour Karine. Bonjour Michel, bonjour aussi aux téléspectateurs et bonjour à tous ces experts en professorat qui disent que les artistes n'ont pas le droit de parler. Ils sont nombreux, vous les avez rencontrés, vous les avez entendus? Je les ai lus. D'accord. Ouais. Et pourtant, les artistes sont bien évidemment ceux-là qui soutiennent véritablement la culture dans quelques pays que ce soit. En tout cas, on entendra parler, madame, messieurs. Restez des nôtres. Allons tout de suite accueillir Dominique Audrey Oyengelek ce matin pour ce mardi. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Je me suis levée comme beaucoup de Camerounais ce matin avec une interrogation. Quelle est l'opportunité d'offrir des voitures à près de 5 milliards à des députés chargés de porter la voix du peuple alors que ce peuple est en train de se mourir par rapport à la crise liée au Covid-19? Quelle est l'opportunité de leur en donner aujourd'hui? Je ne sais pas si quelqu'un pourra apporter des réponses à cette question. En tout cas, même s'il se dit que c'est un budget voté déjà au niveau du budget programme annuel de l'État et qui a été octroyé par le ministère des Finances et reversé dans les caisses de la comptabilité de l'Assemblée nationale, ce budget, il a été reconnu. Mais on attendra voir, peut-être avec la lutte contre le Covid-19, peut-être pour une fois quand même, les députés verront comment se mettre ensemble derrière la bataille évidente de ce Covid-19. Même si l'honorable Nouran Footing avait revenu, on l'a mis en Foster, finalement c'est un peu compliqué. Footing, justement l'honorable Nouran Footing est revenu nous faire savoir ce matin à travers un tweet qu'elle a une autre orientation pour l'argent qui est censé lui être reversé pour s'offrir une voiture. Elle a une autre orientation. En tout cas, on en reparlera, madame et monsieur, pendant... Elle a changé de dénomination. C'est Nouran Hassana.
Oui, épouse Fotsing. Oui, mais Voilà, le compte Facebook reste encore Nouran Foster. Et puis Vous voulez parler de la compliqué. députée. Les gens là sont jaloux de leur nom. Voilà. Quand elle s'appelle Nouran Foster, appelez-la Nouran Foster dans ce registre-là. Très bien. Quand elle s'appelle Honorable Nouran Hassana, épouse Fotsing, appelez-la comme ça. L'autre, peut-être, un autre, elle s'appelle Maman Nouran. Vous l'appellerez Maman Nouran. Dans ce contexte. Donc, dans ce contexte-là. Le contexte actuel, c'est l'honorable Nouran Hassana. Hassana, épouse Fotsing. épouse de Parce Fotsing. qu'elle veut mettre tout ça. Faut Très que bien. je- Allez, c'est compris. Bon Bengan. Merci à vous, madame, monsieur. Vous le savez, les pages sont connues. C'est 10-12 le Zénith. Pour ceux qui sont sur Facebook, rapidement, allez vous y abonner. Vous avez également la page Equinox Télévision. Allez également vous y abonner. Et dans la page Equinox Télévision, lorsque vous touchez simplement publication, vous pourrez nous regarder aussi en live pour ceux qui y sont. Et pour ceux qui veulent bien prendre la rediffusion de cette émission, c'est bien évidemment 10-12 le Zénith sur YouTube pour ceux qui pourront nous regarder là-bas. Allez, commençons ce matin avec l'histoire du jour. Bien racontée par Dominique Audrey Oyengelek. Rebonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Séverin qui a voulu nous parler de son amitié. Il raconte que son ami et lui, leur amitié date de très longues années, plus de 15 ans d'âge, cette amitié-là. Il raconte que leur fusion amicale était tellement parfaite, ils mangeaient dans le même plat, ils prenaient leur bain ensemble et chacun allait dans la famille de l'autre, dont ils étaient connus, c'était quasiment des frères. Tous deux décident donc d'entreprendre l'aventure et de prendre la route pour se retrouver à l'étranger. Ils ont amassé de l'argent tous les deux et ils ont pris la route. Arrivé au désert, Séverin raconte que son argent est fini. Et il dit à son ami, voilà, malheureusement, je n'ai plus d'argent pour pouvoir continuer parce que visiblement, il faut des frais pour vivre et tout. Là-bas, donc son argent est terminé. Et il dit qu'il s'attendait à ce que son ami lui témoigne de la sollicitude, de la compassion et qu'il l'aide même financièrement. Malheureusement, ce que son ami lui a dit, c'est que moi, je ne peux rien faire pour toi. Vraiment, tu n'as pas d'argent. Gars, bats-toi. Bats-toi. La vie, c'est une place. Et il a abandonné sur un banc là-bas au désert et il a continué sa route. Séverin raconte qu'il a fait des travaux, il a travaillé pendant longtemps là-bas, ce qui a permis qu'il arrive à l'étranger. Il arrive 3 mois après son ami à l'étranger et il s'est installé, il a commencé à travailler. Et récemment, il rencontre son ami qui visiblement n'a pas une vie, celle qu'on aurait espéré qu'il ait avec cette avance qu'il avait sur lui. Et son ami lui demande de lui pardonner. Son ami voudrait renouer avec lui, oublier le passé et recommencer où il s'était arrêté, dans ce désert-là, avec leur amitié. Maintenant, Séverin nous demande, est-ce qu'il devrait se relancer dans une relation avec celui-là? Est-ce que cet ami-là qu'il a abandonné une fois face à la mort ne pourra pas le refaire dans une autre situation? Comment se comporter lorsqu'on est trahi en amitié? Merci infiniment Dominique Audrey ce matin. Et L'histoire... est-ce que l'amitié existe? Surtout. Oui, peut-être c'est la question fondamentale. Oui. S'il existe véritablement des amis ou l'amitié existe aussi, on en parlera. Et c'est une histoire qui nous permet ce matin déjà d'adresser tous nos soutiens à ces millions de Camerounais qui nous regardent et qui ont tenté par quelque voie que ce soit de rallier des pays où l'Eldorado entre guillemets à travers la mer. On sait que beaucoup ont laissé leur vie et beaucoup tentent encore aujourd'hui d'y aller. Est-ce qu'aussi on se demanderait, le Cameroun ne serait-il pas leur Eldorado, véritablement? Allez, Bonbon Bengan, nous commençons ce matin avec vous sur cette question. Vous connaissez plein d'enfants également. Vous, au moins, vous avez peut-être flirté avec la réalité occidentale. Vous y êtes allé, vous êtes venu, des amis, vous avez connu ce type de trahison ou de rejet-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Non, je n'ai pas vécu ça. Ça, vous avez bien dit occidental. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la transposition des cultures ou l'exportation des cultures qui sont d'ailleurs mal comprises et mal assimilées fait que chacun de vous dira les Africains sont méchants. En Afrique, on tue son frère qui réussit. Vous prenez la place. En Europe, on veut passer. En Asie, on veut. Voilà, vous voyez, quand j'entends ça,
j'ai envie de dire que, vous voyez, des analphabètes de la culture vous expliquent ce que c'est que la culture. Donc, on est dans cette situation où un prix Nobel d'économie est critiqué par un indigène qui ne sait même pas faire le calcul des bâtonnets. C'est dans cette situation que nous trouvons. Première chose, dans cette incongruité, pour répondre à votre question, le salut n'est pas individuel. Les vrais Africains, ceux qui connaissent la culture africaine, savent que le salut est collectif. Le mot communautarisme, communautaire, la société. Quand vous dites société, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qui est dans la société? C'est l'entraide, c'est le soutien. Et nous avons plein de proverbes qui le disent. Donc quand quelqu'un va dire, puisqu'en fait l'événement s'est passé au sol africain par deux Africains, l'un abandonne son frère, on va dire les Africains sont. Ah, ça, c'est pas la culture africaine, ça. C'est justement la culture abrahamique qui nous apprend que le salut est individuel. Voilà, il faut d'abord partir de là. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire à ce garçon? Je dirais de pardonner. De pardonner. Le terme méchant existe. L'entité existe. Dans notre culture, il n'aurait pas laissé son frère. Puisqu'ils ont préparé ensemble leur voyage, ils auraient échangé leur heure et malheur, leur misère et grandeur de voyage et faire tout pour qu'ils arrivent là où ils veulent arriver. D'abord, le fait même de quitter l'Afrique pour l'Europe, ça c'est un principe occidental, puisqu'en fait ce sont les Blancs qui quittaient pour venir chez nous. Et cette image-là, on fait exprès de ne pas le montrer. Et ils mouraient justement à l'océan, ils mouraient. Donc ici, je leur demandais, mes chers enfants, pardonnez-vous, commencez, imaginez un autre projet. Mais comme ils sont dans un logiciel qui est autre que celui dans lequel je leur parle, est-ce qu'ils vont comprendre? Mais bon, l'essentiel est peut-être de leur dire, de leur montrer la voie. En Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. Donc, vous devez parvenir à une situation telle que les deux frères peuvent manger en utilisant la même cuillère. Les coépouses doivent utiliser la même pierre à écraser pour faire le mets. Voilà les principes qui fondent la culture africaine. Bon Bengan ce matin pour cette appréciation et bien évidemment la coloration, on va dire l'appréciation paternaliste qui est la vôtre. Et vous demandez effectivement qu'il y ait rassemblement, qu'il y ait pardon. Mais il est quand même important de se poser la question, peut-être avec vous, Karine Sontia, l'amitié de votre point de vue. C'est vrai que papa a déjà parlé, hein, quand je dis papa, c'est Mbombo, c'est le sage en même temps. Mais pour votre vécu, vous croyez vraiment que l'amitié existe, Karine Sontia? Moi, je crois que l'amitié existe. Je suis de ceux qui pensent que l'amitié existe. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses un peu partout, mais l'amitié existe. Parce que avant de critiquer le genre d'amis qu'on a, il faut qu'on se pose aussi les questions sur le genre d'amis qu'on est nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables d'assister les personnes dans le besoin? Est-ce que nous sommes capables d'assister nos amis? Est-ce que nous avons toujours été de bons amis? Maintenant, l'histoire de ce matin nous raconte les faits de deux hommes qui ont préparé leur voyage et qui se sont embarqués dans la clandestinité. Et vous savez que dans la clandestinité, vous êtes des amis quand vous n'avez encore rien connu de difficile. Donc vraiment, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore arrivé là où on dit « je tire sur toi » ou « je tire sur ton ami », vous ne saurez pas vraiment si c'est votre ami. Et dans cette histoire, il est arrivé au bout où il fallait que quelqu'un se sauve. Il fallait que quelqu'un se sauve. Ça pouvait être son ami, ça pouvait être lui. Mais comme si c'était son ami, notamment
je peux comprendre que son ami ait choisi de partir. D'abord, parce que dites-vous bien que lorsque vous êtes en guerre, c'est celui qui retourne qui est capable de donner les résultats de ce qui s'est passé ou encore de raconter l'histoire. Ils auraient pu avancer ensemble, qu'ils seraient morts peut-être ensemble parce que peut-être les revenus n'auraient pas été suffisants pour les deux. Et ils auraient peut-être porté leur sac et tout, ils se seraient partagé la goutte d'eau et tout, l'argent pour payer les passes et tout. Mais peut-être que l'argent n'aurait pas été suffisant pour y arriver ensemble. D'où son ami a décidé de partir seul. Ça n'explique pas le fait que quelqu'un qui soit votre ami soit dans le besoin et que vous ne l'aidiez pas. Mais il faut aussi parfois vous mettre à la place de l'autre pour comprendre. Peut-être même pas à la place de l'autre, mais essayer de relativiser pour ne pas être trop tranché. Parce que le sujet de ce matin est un peu délicat. Ils se sont retrouvés au désert. Et au désert, soit c'est le soleil qui vous tue, si vous n'avez pas suffisamment d'eau peut-être pour vous déshydrater, pour vous hydrater à chaque fois. Soit notamment, c'est les milices qui vont venir vous arrêter et tout, vous allez payer des rançons et ainsi de suite. Donc, pour connaître ces réalités-là, il faut véritablement y être. Et je pense que les deux hommes ont suffisamment vécu pour savoir qu'on était grands, il fallait bien que quelqu'un choisisse de vivre. Et c'est pourquoi, même à l'hôpital, quand un homme a sa femme qui est couchée sur un lit d'hôpital et qu'on lui dit, monsieur, vraiment, votre femme, on ne pourra pas sauver les deux, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit toujours sa femme. Je ne sais pas pourquoi. Bien que la femme elle-même, parfois quand on lui demande son avis, elle vous dit que je veux que mon enfant vive et je veux partir. L'homme, lui, veut toujours que sa femme vive. Donc, il faudra lui demander. Parfois même, c'est qu'elle a perdu son utérus, un peu en fer, mais l'homme veut que sa femme reste. Donc, ce matin, j'aimerais bien aujourd'hui que Sévérin pardonne à son ami. Ça ne pourra plus, je ne peux pas vous mentir, que ça ne pourra plus jamais être l'amitié d'avant. Je dis jamais. Donc, c'est-à-dire, ce sera une amitié où on se méfie, mais il faudra d'abord pardonner. Oui, mais on a envie de comprendre aujourd'hui, au-delà du pardon que vous préconisez, qui est extrêmement important pour revoir, pour renouer la relation avec son ami, est-ce qu'on ne dira pas aujourd'hui que ça peut se reproduire plus tard? Est-ce qu'il devrait, est-ce que cette confiance-là ne devrait pas vraiment lui imposer? Est-ce que l'amitié vous exime des erreurs? Une bonne Est-ce qu'être dans une relation amicale vous empêche de faire des erreurs? Ça vous empêche parfois de vous préférer, vous? Ça ne vous empêche pas. C'est pourquoi je dis, votre manière aussi de vous comporter envers lui aujourd'hui détermine le genre d'ami que vous aurez pu être à l'époque. Oui. Est-ce que lui, à la place de son ami, il aurait fait pareil? Il n'a pas pu. Ce n'était pas lui qui avait la chance de pouvoir s'en sortir. Donc, vous savez, parfois, la nature vous donne la chance de vous refaire et d'apprendre de vos erreurs. C'est-à-dire que peut-être pendant tout ce temps où il se reconstruisait, où il faisait des jobs par-ci et par-là pour s'en sortir, il ruminait une haine pour son ami, pour l'avoir abandonné. Mais maintenant, le fait qu'il ait trouvé son ami, qu'il n'ait pas aussi évolué que ça dans la vie là-bas, c'est une leçon déjà suffisante pour qu'il comprenne que, en fait, être le premier arrivé ne veut pas dire que vous allez réussir. Donc, au final, il peut pardonner à son ami, pas forcément pour devenir les meilleurs amis du monde, mais au moins pour être des êtres humains. Il peut aussi avoir une leçon derrière, Charles Amel Bachou. La leçon que ce garçon peut avoir, peut-être comme Karine le dit ce matin, il peut peut-être intégrer aujourd'hui qu'il y a lieu d'apprendre à vivre des expériences chez certains pour mieux aborder l'avenir ou voir le futur, Charles Amel. Monsieur Michel Ngachou, l'amitié repose sur 3 facteurs principaux. Le premier, c'est l'origine. Le deuxième, c'est le lien. Le troisième, c'est le gage. Voilà les 3 règles sur lesquelles repose l'amitié. Quelle est l'origine? L'origine d'une amitié, c'est généralement la douleur, la souffrance, la galère, les problèmes. J'étais dans les problèmes, il était là. J'étais dans un puits, il m'a tiré. Je ne parvenais pas à joindre les 2 bouts, il a été là. C'est là l'origine de l'amitié. Quel est le lien? Le lien de l'amitié, vous le voyez dans les films chinois, c'est quelqu'un qui coupe un anneau en disant « garde ça ». Le médaillon. Garde ce médaillon. Vous le voyez dans les films chinois, garde ce médaillon. Mais chez nous, les Bantous, c'est l'eau. À partir d'aujourd'hui, je scelle notre amitié. À partir d'aujourd'hui, nous resterons à jamais frères.
À partir d'aujourd'hui, c'est de l'eau. Hein? Même le père, lorsque le père lave les mains, lorsqu'il parle en versant de l'eau, méfiez-vous. C'est ça l'Afrique. Et là, je parle sous le contrôle de Mbabok. C'est l'eau. Lorsqu'on l'a fait, on appelle les membres de la famille en disant, à partir d'aujourd'hui, si vous voyez Michel Ngachou, sachez que c'est mon frère. Aujourd'hui, nous sommes liés. Vous posez l'acte. Ailleurs, ça peut être autre chose, mais chez nous, c'est de l'eau. Deuxième point. Il y a un gage. Le gage de l'amitié, ça peut être quoi? Vous achetez un terrain, vous construisez les maisons côte à côte. Pour rester à jamais liés. Ça peut être le nom. Votre premier fils portera le nom de votre meilleur ami. Ça peut être, vous créez là le gage de l'amitié. Lorsque ces facteurs sont réunis, vous savez que celui qui rompt le serment meurt. C'est africain. C'est la raison pour laquelle tous les chefs d'État, tout ce qui s'appelle prestation de serment, c'est du folklore. Demandez-les de venir prêter serment dans les lieux sacrés. Qu'il monte là-bas, il commet une erreur, vous allez voir. C'est le serment. Je te resterai fidèle. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Des amitiés dont le seul lien, c'est le vin, c'est les femmes, c'est l'intérêt, l'argent. Voilà l'amitié d'aujourd'hui. L'amitié est morte en 1980. L'amitié est morte en 1980. Vous avez fait son certificat de genre de mort? Oui, l'amitié est morte. Nous avons les amis de Carrefour, les amis de bar, les amis d'auberge, les amis de Club Tarot, les amis... Ce n'est que ça qu'on a aujourd'hui. Même les associations de village, les amis du 2-0. Même les associations de village sont devenues des associations intéressées où quelqu'un arrive et dit non, là-bas la Réunion là paye 4 millions, là-bas la Réunion là, c'est l'intérêt qu'on a mis au devant plutôt que les valeurs humaines. Donc je dirais tout simplement que qui vole un œuf volera un bœuf. Comme pour dire quoi, il faudrait que ce garçon se méfie suffisamment de son ami, même si... Il le refera peut-être. Oui, il peut le refaire. C'est ça. Allez, merci à vous, madame, monsieur, de rester sur les antennes d'Equinox Télévision, 10-12 le Zénith, avec une histoire bien particulière des amis qui ont fait la traversée du désert, qui se sont retrouvés là-bas, l'un qui abandonne l'autre et prend quand même la traversée, arrive de l'autre côté de la rive, s'installe convenablement, alors que le frère est encore derrière, ne sait pas exactement s'il prendra le chemin ou pas. Il s'est battu, il a pu le faire, il a traversé, rencontrant son ami cette fois-ci. L'ami, peut-être gêné, frustré, mal, vient lui dire « Frère, j'ai posé un acte pas sérieux, je te demande pardon. » Lui pardonnerez-vous en même temps? Dominique Audrey, certainement en tant que femme, qui peut connaître aussi des frères, qui en connaît, parce que dans nos quartiers où on a grandi, on a plein de frères qui ont pris la route et qui nous regardent ce matin. Que lui dites-vous? Vous dites à votre frère, pardonnez justement à l'autre et renouer l'amitié? Ce que je dirais à mon frère en lui demandant si jamais il avait été trompé par son ami ou bien abandonné, s'il pardonnerait, moi je lui dirais non. Non. Parce que moi je ne le ferais pas. Donc Sévérin doit pardonner. Hein? Non, il ne devrait pas. Du moins, qu'il reste, que son ami considère qu'ils sont toujours au désert. C'est tout. Comme celui-là est parti en espérant qu'avec les mois d'avance, il devait être aussi riche que je ne sais pas qui, ben, qui reste toujours dans ce logiciel-là, dans ce contexte-là, qui ne se ramène pas. Parce qu'on dit qu'une personne qui vous a fait du mal une fois, vous le refera toujours. Et si celui-là, en l'abandonnant au désert, en espérant qu'il meure, ou bien que je ne sais pas trop quoi lui arrive, s'il revient encore vers lui, maintenant qu'il est bien posé à l'étranger, il va le tuer cette fois-ci. Mais précisons qu'on est en aventure, hein. Précisons qu'on va en aventure. La mort peut venir à tout moment. Monsieur Ngachou, ça veut dire que si vous n'êtes pas capable, je pense que s'il considérait Sévérin, il aurait dit à Sévérin, c'est vrai que moi j'ai pas grand-chose, voilà, il ne me reste que 5 000, mais si on reste ici et qu'on travaille 2 mois, on aura suffisamment pour pouvoir avancer ensemble. Je crois que c'est comme ça qu'un ami pense. On ne pense pas pour soi. Mais Karim vous a dit que les deux pouvaient mourir devant. Où ils pouvaient vivre, on ne peut pas savoir. Je pense que la vie n'a de sens que lorsqu'on prend des risques. Lorsqu'on prend des risques, lui, il avait de l'argent pour pouvoir avancer. Mais maintenant, son ami a dû travailler pour pouvoir avancer. Est-ce qu'en tant qu'ami,
il ne pourrait pas retarder son arrivée peut-être de 2 ou de 3 mois. De toute façon, il sera arrivé. Donc, il n'a jamais considéré Séverin comme son ami. Aujourd'hui, je partage totalement l'avis de monsieur Mbachou, parce que lorsqu'on observe les gens qui nous entourent, que ce soit même à l'école, vous vous rendez compte qu'à l'université, les personnes qui sont vos amis parce que vous pourrez composer pour eux. Parce que vous pourrez remplir les fiches ou bien faire des photocopies, copier les cours pour eux. C'est ça l'amitié. Et lorsqu'on sort de là, lorsqu'on a traversé l'année, on s'en tiche de nouvelles personnes. Donc tout est calcul, tout est intérêt. Moi, j'ai parlé avec des gens qui ont tenté l'aventure et pour qui ça n'a pas marché. Rassurez-vous que ce que ces gens-là vivent, c'est tellement difficile. Mais maintenant qu'on est deux et qu'on pense être avec son frère, le poids est plus facile à porter. Moi, je connais quelqu'un qui s'est retrouvé à boire ses urines en plein désert parce qu'il n'y avait pas d'eau à boire. Il vous raconte qu'il est allé et que à une semaine de son arrivée, on le ramène encore au départ. Les tortures, les sévices corporels qu'ils ont vécus. Lorsqu'on est deux, honnêtement, non, il ne pourrait pas pardonner. L'amitié, lorsqu'on décide d'être ami avec quelqu'un, on se donne à cette personne. On fait tout pour le bonheur de cette personne. On veut voir cette personne heureuse. Et maintenant, l'ami de Séverin n'était pas dans ce contexte-là. C'est une personne égoïste essentiellement. Ça veut dire que dans la vie courante, dans la vie normale, s'il voit quelqu'un qui a un problème, ou bien, comme M. Mbachou parlait hier de quelqu'un qui peut avoir faim et lui demande à manger, il ne s'arrêtera pas pour donner à manger à la personne. Donc, lui, il est foncièrement mauvais. Donc, vous n'avez rien à voir avec lui. Merci. On ne pardonne pas ça. Mais Merci. maintenant, vous n'avez aucun pouvoir dans sa vie. Vous ne faites rien dans sa vie. Qu'il reste de son côté et vous allez vivre la vôtre. Mais on ne sait jamais, hein, il peut aussi avoir un autre besoin demain. Peut-être Qui que aura vous besoin de connaissez. quoi? Qui aura besoin On de ne sait quoi? pas ce que demain nous réserve aussi, Dominique. Si Audrey. l'ami aura besoin de moi, Oui, l'ami peut avoir besoin de vous demain. Je ne Et vous, réagirai pas. vous pourrez certainement avoir un nouveau besoin de lui, ne serait-ce que pour une information. Il m'a abandonné Ne une serait-ce que fois. pour transmettre une information. Vous avez une réalité quand même sur le chemin. Vous avez rencontré des réalités pendant le parcours. Il peut avoir un rétropédalage à faire, ne serait-ce que pour vérifier deux ou trois petites choses. Bon. Il peut toujours vous être utile quand même. Monsieur Ngachou, en ce qui me concerne, moi, j'ai tendance à garder mes problèmes pour moi. Si en amitié, j'ai décidé d'être ami avec quelqu'un et que la personne m'a menti une fois, c'est terminé. Je suis de ceux qui pensent que l'amour comme l'amitié, ça ne pardonne pas. Honnêtement, si quelqu'un vous a fait mal une fois, une personne pour qui vous aviez de la considération vous a fait mal une fois, elle le recommencera. Donc, en ce qui me concerne, avoir un besoin de cette personne qui m'a fait du mal, non. Si c'est moi, vraiment, non, je mourrai avec. Très bien. Charles Mbachou, vous avez écouté Dominique Audrey et vous semblez quand même vouloir renchérir, je ne sais pas, rebondir. Non, monsieur Michel Ngachou, je vais vous parler d'un ami. Il regarde, il ne manque pas ce programme. C'était mon meilleur ami. On a grandi ensemble. On a partagé tout ensemble. Vous Je dites, dis tout. vous dites c'était, ce n'est Je plus le cas. dis c'était parce que je l'ai viré. Je l'ai viré, je ne Peut-être parle que pas. lui aussi, vous avez- Oui, je dis. Mais permettez que je Non, raconte mon allons-y, histoire. allons-y, Charlemagne. Je vous écoute, Alors monsieur c'était Mbachou. mon meilleur ami, on partageait tout. Il n'y avait pas de secret, chez moi était chez lui. S'il arrivait à la cuisine, il trouvait mon plat de nourriture, il mangeait, il pouvait manger. J'arrivais chez lui, je trouvais son plat de nourriture, je pouvais manger. Si ma maison m'énervait, je pouvais aller dormir chez lui. Donc c'était comme ça, il s'était reconnu. Vous savez, un jour il me dit, je vais me déplacer, je vais à Douala. Il dit, ok, tu vas à Douala, tu fais bien. Il arrive à Douala, je l'appelle 1, 2, 3, son téléphone ne passe pas. C'est un beau matin qu'on m'informe qu'il a voyagé, il n'est plus au Cameroun. Ça se pardonne, ça? On réussit à se connecter sur Facebook. Il me dit vraiment, je ne pouvais pas te dire que j'allais partir. On m'a dit quelque part qu'il ne fallait pas en parler. Gna gna gna. Je lui dis, juste parce que tu as prononcé cette phrase, tu t'es condamné. Plus jamais je ne t'adresserai de parole. Il regarde en ce moment. Vous n'êtes pas extrémiste là, Charlemagne? Je le suis et je l'assume. Je suis traditionnaliste, je le suis et je l'assume. Tu as choisi de partir sans me dire, ça veut dire que tu étais un demi-frère. Tu n'étais même pas un frère. Alors, monsieur, tu prends ta retraite. Là, à ce niveau, c'est pour dire que vous voyez, il vous a, au moment où il vous dit dans le désert, il voit les larmes, il voit la chaleur et vous dit, je te laisse.
on n'est pas né à deux. C'est lui qui te rappelle qu'on n'est pas né à deux le même jour et qu'on n'a pas un destin commun. Mon frère, c'est ton problème. Bats-toi. Je pars, bats-toi. Demain, il revient vous voir et vous dit que c'était l'oubli. Considère que les crotales m'ont mordu, je suis mort. Charles Amel Batchou. Allez, merci à vous, merci infiniment, madame, monsieur. 10-12, le Zénith sur Facebook. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Comment réagirez-vous si jamais vous étiez à la place de Sévérin? Quel conseil, peut-être pas conseil, mais quelle attitude adopterez-vous si l'ami venait à vous demander pardon? Et comment vous expliquez l'histoire du jour? Dans un instant, madame, monsieur, nous passerons à la colère du jour. Et cette colère va s'exprimer. Cette colère va parler encore. J'ai envie de dire, c'est la colère qui va s'exprimer, qui va vous parler. Parce qu'en réalité, Charles Amel est allé chercher très loin. On a envie de se demander, devra-t-on reconstruire le Cameroun à zéro? Peut-être oui, peut-être non. Je ne sais pas comment on va le faire. Écoutons la colère. C'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question des réformes des écoles polytechniques au Cameroun. À quoi nous sert-il de prendre ce qui ne marche plus pour remplacer par ce qui ne marche pas? Chaque région réclamait une école polytechnique, une grande école, une superbe école, oui. C'est de votre droit. Mais quel type d'école avait-on véritablement besoin? Est-ce que le fait de la réforme des différentes écoles en école polytechnique vont résoudre le problème de compétences dans ce pays? Quelle est la différence qui existe entre une école d'ingénieurs et une faculté d'ingénieurs? Je veux bien comprendre. La faculté de génie industriel de l'université de Douala a été transformée en école normale supérieure polytechnique de Douala. L'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé est devenue l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. C'est bien. D'ailleurs, dites-moi, la faculté de génie industriel de Douala forme-t-elle véritablement de vrais ingénieurs? Point d'interrogation. Si oui, dites-moi pourquoi est-ce que l'Ordre national des ingénieurs en génie civil du Cameroun a accusé la faculté de génie industriel de Douala de ne pas disposer d'équipements adéquats pour former correctement ses étudiants. D'un. Savez-vous qu'un ingénieur ne peut être à la fois spécialisé en génie industriel, une expertise qui se consacre à l'optimisation des performances globales d'une entreprise, et en génie civil, qui concerne la conception et la construction d'infrastructures techniques, chose que l'Ordre national s'est battu à comprendre pour ce qui était de la faculté de génie civil, la faculté de génie industriel, sans jamais en démêler un seul cheveu. Peut-on dire que ces réformes des écoles polytechniques permettront d'impulser véritablement un management moderne au sein de ces écoles? Point d'interrogation. Fera-t-on cours? Dans quelles conditions? Pourquoi aime-t-on mettre la charrue avant les bœufs dans ce pays? La majeure partie d'écoles polytechniques n'ont pas de salle de cours, n'ont pas de laboratoire adéquat, n'ont pas d'enseignants suffisamment qualifiés et optimisés. Pourquoi réformer sans avoir pris la peine d'aménager les préalables pour permettre d'avoir une quantité de salles prérequises pour les étudiants, un laboratoire ou des laboratoires de qualité? Encore des points d'interrogation. Pourquoi réformer lorsqu'il n'existe aucune politique d'équipement et de maintenance des laboratoires existants? Comment comprendre qu'on passe le temps à réformer les écoles, mieux procéder à des extensions stériles, alors que celles existantes peinent à donner les fruits? À quoi nous a servi
les multiples promotions de l'école polytechnique de Yaoundé. Ils sont où? On les cherche. Savez-vous qu'à l'origine, 1971, date de la création de l'école polytechnique de Yaoundé, elle formait des ingénieurs de travaux, Bac plus 3, des ingénieurs de conception, Bac plus 5. Par la suite, elle ne formait plus que des ingénieurs de conception dans les filières génie civil, génie informatique, génie électrique, génie industriel, génie télécommunication et génie mécanique. Quand il fallait recruter dans les différentes administrations, ce n'étaient non pas les élèves de Polytech, mais les fils à papa, les neveux venus de Pologne, de Russie, venus de France, venus des États-Unis, de Belgique et d'Allemagne. Allez savoir pourquoi on a passé le temps à douter de nos fameuses écoles de Polytechnique. Savez-vous que jusqu'en 2015, l'école Polytechnique de Yaoundé n'avait formé que 3300 ingénieurs. Ils sont où? Peut-on se vanter d'ailleurs d'avoir une école comme celle-là où les entreprises ne se discutent pas les lauréats? Lorsqu'un étudiant sort de Polytech au Cameroun, c'est lui qui supplie pour être recruté. Lorsqu'on le prend, il a à peine commencé à prendre goût qu'on le chasse. Pourtant en Europe, un enfant sorti de Polytech choisit là où il veut travailler. Il part quand il décide de partir parce que c'est un fruit, c'est un merveilleux produit. Peut-on se vanter d'avoir une école comme celle-là où à la fin des études, le salaire proposé aux polytechniciens varie entre 150 000 et 200 000 francs CFA? Savez-vous que le recrutement des ingénieurs au Cameroun est devenu difficile? Les diplômés sortis des écoles d'ingénieurs doivent s'auto-employer et créer des emplois. Pourquoi ne pas donc avoir pensé à tout cela avant de penser à la réforme des écoles en école polytechnique? Ils éprouvent, ces nouveaux étudiants, des difficultés dans le choix des secteurs de projets rentables. Même quand ils parviennent à élaborer des projets, le problème de financement se pose. Comment comprendre la multiplication ou la transformation des écoles existantes alors qu'il n'existe pas de bâtiments, encore moins de salles de classe adéquates? Comment comprendre le ramdam, faire tout autour de ces machines à concrétude lorsque l'on sait qu'à la fin, il n'y aura rien, ça ne sera que de la poudre de perlimpinpin? Comment comprendre qu'on procède aux réformes alors que la majeure partie des facultés ne dispose pas de matériel nécessaire au bon apprentissage des étudiants et que l'effectif enseignant est insuffisamment qualifié? Il manque dans certaines écoles, pour ne pas dire toutes, les lamelles pour les microscopes ou les produits pour faire des analyses chimiques ou biologiques. Il manque les fluides, eau et gaz, qui ne sont pas au rendez-vous des robinets, s'il y a bien à quelques endroits des rétroprojecteurs. Comment comprendre cette réforme sauvage au moment où l'on sait que la majeure partie des enseignants oblige les apprenants à se déplacer à l'école normale supérieure de l'enseignement technique pour ceux de Douala pour profiter des laboratoires lors des séances de travaux pratiques? Faculté de génie industriel, école polytechnique de Douala. C'est bien. Bravo aux réformes. On vous suit. Sur la même battue, le Cameroun est-il formidable? Peut-être oui, peut-être non en même temps. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Merci pour la colère. Vous la baissez pour un instant. Non, je suis très en colère. Oui, vous la baissez légèrement et puis on en parle. Ok? Allez, Madame Messieurs, on se pose la question ce matin et je commence par vous, bon Bengan. Réforme réforme justement des écoles polytechniques. On le sait également, le 11 mai dernier, le chef de l'État a signé des décrets en ce sens-là pour 4 écoles, notamment à Yaoundé, Maroua et Garoua, je pense bien, et où on a eu bien sûr la faculté du génie industriel de l'Université de Douala, qui est devenue l'école nationale supérieure polytechnique de Douala. Vous avez le deuxième décret qui portait également organisation de l'ENSPD, qui est devenue la grande école à vocation scientifique, technologique et professionnelle de l'Université de Douala. On a bien envie de comprendre. Vous avez également l'école nationale supérieure de Maroua,
qui est devenue la grande école à vocation scientifique, technologique et professionnelle de l'Université de Marois. Et finalement, vous avez l'école nationale supérieure polytechnique qui devient École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Réforme, d'accord, c'est bien, on aime bien. On peut réformer l'établissement, mais est-ce qu'on a reformé, est-ce qu'on a repensé effectivement à la réforme même de la formation? Non. En fait, ce n'est pas maintenant, c'est un décret du chef de l'État. Et on ne devrait pas parler de réforme. On devrait peut-être parler de réajustement ou de création. Parce que la réforme de l'enseignement supérieur a été encadrée par la réforme universitaire en 1993. Donc c'est à ce moment qu'on pouvait parler de réforme. Il fallait donner un contenu à ce qui doit être l'enseignement supérieur au Cameroun. Cette réforme-là a échoué et on est en train de faire le saupoudrage, le colmatage. Voilà. Est-ce qu'on arrivera à boucher les trous? Je ne pense pas. Il faut revenir à la vraie réforme, au contenu des enseignements, parce que ici Charles Hamel nous amène dans les écoles polytechniques. Polytechnique, c'est quoi? C'est la résolution des problèmes techniques qui existent. Vous l'avez entendu dire que l'Ordre national des ingénieurs des travaux publics du génie civil avait refusé d'intégrer des promotions des ingénieurs formés par l'université de Douala. Ça veut dire que le contenu de leur enseignement ne recommande pas qu'on les appelle des ingénieurs. Ça veut donc dire qu'il y a un problème de contenu des enseignements qui se pose. Et je pense également, là aussi, c'est un Camerounais qui avait attiré l'attention de toute l'Afrique francophone à cet état de choses, parce qu'il avait écrit un livre, Paul John Martetga, aux éditions L'Harmattan, 2011, en s'interrogeant l'enseignement supérieur en Afrique noire francophone, la catastrophe, point d'interrogation. Mais sa conclusion qu'il tirait, c'était que c'était la catastrophe. Donc, on y est aujourd'hui. Donc, est-ce que lorsqu'on dit, il y a par exemple des filières robotisme ici, il s'est trouvé que l'ingénieur formé dans des écoles d'ingénieurs du Cameroun, des écoles polytechniques du Cameroun, n'a rien à voir avec son environnement. Vous allez former les ingénieurs en robotique qui n'ont jamais fait de robotisme. Jamais du robotisme. Donc, il a pris les ingénieurs de regarder l'état des constructions. Tout le monde veut construire, même moi au village, je veux construire. Mais on vous dit que les ingénieurs de génie civil formés dans vos écoles ne peuvent pas être considérés comme des ingénieurs. Donc, vous voyez jusqu'à quel niveau. Que même la formation, la formation a été remise en compte. Hein. Il a parlé des laboratoires. Il n'y a pas de laboratoire approprié, il n'y a pas d'atelier. À quoi donc ça sert ces écoles polytechniques si on n'a pas de laboratoire, si on n'a pas de formation, et que les enfants qui sortent soient incapables d'être appelés des ingénieurs? Qu'est-ce qu'on fait? Fermer les portes? Regardez un peu la chaîne. Vous avez des gars qui commencent par le collège d'enseignement technique et industriel, le CETIC. Ceux qui veulent entrer dans les filières mécaniques générales, ils n'ont pas d'atelier au CETIC. Quand il vient présenter les épreuves pratiques du CAP, on se regarde. On prend un vieux groupe qui animait les ventes emportées dans les années 74, qu'on vient montrer là. Vous voyez, celui qui a pensé faire le mécanique auto, lui, il fait sa formation dans ce qu'on appelle les moteurs des Renault 4. Donc, vous voyez donc, oui, jusqu'en classe terminale, il n'a travaillé que sur les Renault 4. Il entre donc dans une école polytechnique, une école nationale polytechnique. Il va apprendre quoi? Vous avez les VX aujourd'hui où c'est le démarrage automatique. Quelquefois même quelqu'un allait à la maison, il ouvre, il ferme sa voiture et tout. Bon,
vous avez le Renault 4. C'est la même chose. C'est les groupes qui nous allumaient quand on dansait au village. On avait encore l'époque des tournées-disques. Donc, lui, il a été formé dans les groupes qui étaient... Dans les vrais groupes aujourd'hui, qui ont des démarrages automatiques, c'est-à-dire quand Eneo coupe le courant, le groupe doit prendre automatiquement. Lui, oui. Il ne connaît pas ça. Oui, enfin, il voit ça dans le cinéma. La preuve, c'est quoi? C'est que peut-être la formation en elle-même qui pose un problème. Nous avons dit le contenu de la formation. Le contenu, c'est un problème. C'est qui accompagne la formation, c'est-à-dire les laboratoires et les ateliers, parce que l'ingénieur résout le problème. Très bien. L'ingénieur voit jusqu'au détail, il résout. Il n'est pas là pour faire des spéculations. Il y a un problème, on vous dit. Il manque de cellules. Alors, comment vous l'appelez ça? BGRM. On vous dit par exemple que pour plus de Cuba, la centrale de Lobaba est menacée de ceci. L'ingénieur vient, il résout le problème. Il résout. Il n'est pas comme vous qui êtes dans vos cabinets, commencez à faire des recherches, enquêtes sociologiques, et mon qui est descendu. Il ne s'y connaît pas. Il y a un problème, puis il résout. On vous dit son lolo a des problèmes, barrage de son lolo a des problèmes. C'est un problème de quoi? De génie civil. On regarde, on résout. C'est un problème de quel ordre technique? C'est un problème électrique? C'est un problème mécanique? On résout. Karine Santia, on est quand même aujourd'hui même de se poser la question de savoir ça, à quoi auraient vraiment servi ces réformes-là. Est-ce que c'est pas un peu fantaisiste de les réformer, d'y nommer des gens, peut-être pour se faire valoir? C'est une distraction, on va dire? Bon, quand j'entends réforme, je ne pense pas aux nominations. Peut-être que chez nous, c'est changement de nom et nomination. Parce que c'est à ça que ça ressemble. Mais moi, quand j'entends réforme, je sais qu'on entre dans le fond même du système et puis on modifie ce qui fait en sorte que le système ne marche pas. Du coup, on le change. Quand quelque chose ne marche pas, soit on le change, on le détruit pour refaire, soit on le change. Maintenant, l'histoire, la colère de Charles Armel aujourd'hui me rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, on a changé l'appellation de faculté de génie industriel à l'université de Douala en école supérieure polytechnique de Douala. Ce qui me pousse à me poser des questions. Avant de changer le nom, est-ce qu'on a changé les appareils qui permettent aux élèves de faire leur test ou encore leur pratique? Non, il faut préciser que les élèves de la faculté de génie sont obligés d'aller étudier à l'INSET. Les laboratoires, ils utilisent les laboratoires de l'INSET. Ils n'ont pas de... C'est pourquoi je demande, est-ce qu'avant de le faire, on a pris la peine de faire un audit de ce dont ils ont besoin? Est-ce qu'on a pris la peine de véritablement donner à ces étudiants-là la possibilité de mettre à bien leurs études? On ne forme pas les théoriciens chez les techniciens. C'est bizarre quand même que dans notre pays, on pense que tout se limite aux lois et aux documents. Ce n'est pas de ça. Un technicien fonctionne difficilement avec les BIC, sauf si c'est pour faire le dessin. Vous n'allez pas lui demander de vous faire les rapports, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si le ministère de l'Enseignement supérieur a demandé probablement aux directeurs de ces écoles ou encore aux différents recteurs des universités du Cameroun de remonter également les problèmes qu'ils ont à leur niveau en ce qui concerne le laboratoire. C'est ça qui est je pose la question, mais bon. On ne devrait pas poser une telle question. Lorsque je viens, l'État dit, d'abord c'est l'éducation et l'instruction sont du devoir régalien de l'État. J'ai créé une université à Douala, j'ai créé une université à Maroua, je vais créer une école polytechnique, il y a des normes. Oui, mais dans je vais former des ingénieurs en génie civil, en robotique, en automatisme, génie informatique. En ça. Quel est le contenu? Est-ce que le ministère même de l'enseignement supérieur a essayé de comprendre comment ça se passe? C'est un ancien étudiant des universités. C'est un professeur des universités. Et il encadre les enseignants des universités, parmi lesquels l'École nationale supérieure polytechnique. Les écoles. Ce que je veux soulever ce matin, c'est que les techniciens n'ont pas besoin que vous veniez leur dire qu'on a changé le nom, mais donnez-leur les éléments pour pratiquer la technique. La technique, ce n'est pas dans les décrets, c'est de ça que je parle. La technique, ce n'est pas la théorie. Moi, je parle de l'exemple parce que je connais tellement d'élèves qui sont
au lycée technique de Douala-Bassa ici. Mais quand ils vous disent leurs problèmes, quand ils arrivent en salle de technique, ceux qui font mécanique de réparation, ceux qui font mécanique de fabrication et tout, quand vous écoutez leurs problèmes, vous avez l'impression que ces écoles, ces lycées techniques-là n'existent que de nom. N'existe que de nom. Maintenant, quand vous arrivez en faculté, vous espérez au moins que vous allez avoir du matériel sur lequel pratiquer ce que vous avez appris. Mais il n'y en a pas. Et chaque jour, on organise des forums, des forats, des conférences à Yaoundé pour présenter ce que les élèves de Polytechnique ont pu fabriquer. Et quand on finit ça, il n'y a même pas un élève qu'on vous dit qu'on a financé pour qu'il produise en grande quantité ce qu'il a montré. Vous voulez qu'on fasse quoi? Karine Sontia, les étudiants des UIT sont plus forts même que ceux des écoles polytechniques. Mais peut-être le débat n'est pas à ce niveau. Non, je veux dire, ils sont plus forts. Peut-être vous allez les voir sur le terrain. Peut-être le débat n'est pas à ce niveau, mais en même temps, on vous a très bien compris. On vous a très bien compris. Même les élèves de l'INSET, s'il vous plaît. On vous a très bien compris là-dessus. Le temps de rester avec nous, madame, monsieur. Merci. Dominique Audrey, oui, c'est important quand même de le dire. Ces étudiants-là des universités et surtout la réforme qui a été faite autour, est-ce qu'on peut se dire au final que de ces écoles, avec la réforme, malgré la mauvaise formation, malgré le mauvais contenu de la formation, on peut en ressortir quand même et avoir de bons produits pour le développement du Cameroun? On est censé avoir de bons produits, mais maintenant, lorsque vous allez dans une école polytechnique et que même les cursus scolaires, les différents cursus qu'on vous propose dans ces écoles-là sont un peu biaisés, parce que j'ai dû noter, c'était compliqué à comprendre. On parle de cursus de formation en sciences de l'ingénieur et cursus de formation d'ingénierie. Moi, j'aimerais bien comprendre quelles sont les différences. C'est vrai qu'on a essayé d'énoncer un certain nombre, la différence entre les deux. Dans un cas, on va former des personnes aptes et de l'autre, on va former des personnes encore plus appliquées. Il y a un besoin réel de créer des écoles de formation. Oui, c'est justement parce que je ne comprends rien de tout ce qu'on dit là-bas. On va vous dire, on va former des techniciens, ils doivent être prêts sur le plan technologique, technique, social, environnemental, mais à côté aussi, on donne les mêmes fonctions aux autres. Moi, j'ai lu des articles qui parlent justement de cette renomination. Moi, je préfère dire en fait, on a changé de nom, tout simplement. Parce que c'est même trop compliqué. Refondation et tout ça, c'est trop compliqué. Les réformes en même temps. Oui, on a juste changé le nom. On a juste changé le nom de ces écoles-là. Maintenant, il y a le fond qui est devenu compliqué à comprendre. Moi, j'ai une autre préoccupation parce que c'était sur 4 axes. On changeait le nom, on revoyait la formation et on avait un conseil désormais d'administration. Et dans le conseil d'administration, on a des membres du gouvernement, on a des membres des chambres consulaires et on a des membres du patronat. Quand on veut former un ingénieur, je pose une question bête. Quand on veut poser un ingénieur en génie civil, quel est le rôle d'un membre du gouvernement? S'assurer de la formation. Un bon membre du gouvernement aussi ingénieur en génie. Parce qu'ils font partie du conseil au niveau de le ministère des Travaux publics. Non, on a dit des membres du gouvernement. Oui, non. Dans ces membres du gouvernement, on va prendre en fonction du département ministériel qui est lié. Ils entrent dans la formation des étudiants. Bon. Peut-être je suis à côté de la plaque. Il répertorie la politique du gouvernement au sein du conseil d'administration de cette école. Ça veut dire que depuis là, ils n'ont rien fait alors parce que ça marche pas. Le contenu des enseignements épouse l'environnement. Et depuis là, ça n'a pas encore épousé. Par exemple, est-ce qu'on veut avoir l'architecture Massa pour la prochaine cité? Vous avez fait une trop grosse recherche là. L'architecture Massa pour la prochaine cité qu'on va construire à côté du stade de Japouma. Dominique Audrey, justement, vous poursuivez. Oui, une école polytechnique doit former des techniciens aptes pour la construction du pays. Maintenant, c'est quelque chose de tellement sérieux qu'on ne devrait pas jouer avec, on ne devrait pas s'amuser. On doit avoir des universités et on doit avoir des universités, disons, techniques, un peu comme le lycée technique. Donc, on ne doit pas simplement venir s'amuser en changeant le nom. Ça ne fait pas sérieux du tout. Très bien. Parce qu'ils ont évoqué le problème de matériel. Mais maintenant, même dans ces formations-là, il y a des personnes qui octroient les titres d'ingénieur. Moi, je trouve que c'est problématique. Très bien.
Merci Dominique Audrey, merci à vous madame, monsieur de rester avec nous. Oui, vous le savez, on marque une pause et on se retrouve. Nous souhaitons bon retour avec ce clip de Richard Bona et Charlotte Dipanda à l'instant. Vous savez, ces deux artistes camerounais qui pour l'instant font parler véritablement d'eux. Et on s'en souvient qu'il y a quelques jours encore, Richard Bona qui s'est fait raser la tête a été extrêmement violent sur la toile avec le régime en place. D'ailleurs, il ne va pas de même molle. Il dit ce qu'il pense et le dit ouvertement. Et ce matin également, on a souhaité, en respect avec la musique qu'il nous donne véritablement, l'élément dans lequel nous lui reconnaissons un talent immense, exceptionnel, sans arrêt, effectivement, c'est la guitare basse et on est encore très ému quand on l'entend ce matin aux côtés de Charlotte Dipanda. Merci d'avoir dégusté avec nous, madame, messieurs. Le retour, c'est maintenant. La même équipe est là pour vous servir. Et on va rapidement finaliser avec cette situation sur les écoles polytechniques réformées au Cameroun. Charles a même battu, nous nous demandions tout à l'heure, réforme, d'accord, c'est bien, mais non, réforme également de la formation, est-ce qu'il y en a? Pourquoi réformer maintenant alors qu'en fait, même sur le terrain, on ne parvient pas à reconnaître la qualité, la typologie et même l'authenticité même de nos ingénieurs? À quoi ça sert au final? Alors, est-ce que la France, est-ce qu'au Cameroun, on aurait mal adopté les écoles françaises? Je vais vous prendre un cas pas très loin du Sénégal, monsieur Michel Ngachou. Avant qu'on ne pense procéder à la réforme, le président Macky Sall a fait un déplacement en Europe. Il a rencontré la diaspora sénégalaise. J'ai envie de lancer une école polytech. Vous pensez qu'on peut faire comment? Les gars de la diaspora se sont assis, ils ont dit, tu peux créer ça parce qu'ici on a tel qui est professeur, il enseigne dans telle université. On peut avoir tel filet parce qu'on a 4 professeurs ici qui enseignent dans telle université. On peut. Il dit, est-ce que je peux avoir de manière explicite leur accord de principe? Il est rentré, il les a convoqués, ils ont discuté sur la faisabilité d'une école de formation des ingénieurs, monsieur Michel Ngachou. Aujourd'hui, le projet est en train de rouler parce que chacun a dit, il me faut un bistouri, il me faut un ciseau, il me faut ça. Ça coûte combien? On peut avoir les bons matériaux où on dit on passe à commande en Chine. Voilà comment on travaille dans un pays qu'on veut développer. Ce qu'on a procédé là, c'est des récompenses politiques. Il fallait récompenser. On a créé l'école polytechnique. Non, Maro a dit on veut notre école. Bamenda a dit on veut notre école. Kousseri dit on veut notre école. C'est ça. Récompenser les petits copains. On vous a donné, non? C'est ce que vous voulez, non? On vous a donné. Entre-temps, vous avez des étudiants de la faculté de génie industriel que l'ordre national des ingénieurs chasse. Monsieur, vous ne valez rien. Contenu nul. Pratique nulle, messieurs. Ici, c'est cogito ergo sum. Ah oui. Et surtout, Charles Hamel, vous vous rendez compte que ces ingénieurs qui chassent leurs enfants, avec raison d'ailleurs, sont été formés au Cameroun par l'École nationale supérieure polytechnique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir votre maman qui vous forme à bien préparer, à bien cuisiner, et vous allez là-bas, vous venez, vous lui faites un bongo insipide ou un dolé comparable. Alors, on vous dit, mais c'est qui ça? C'est ça que je parle. Vous avez une école qui existe depuis début des années 70. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Aïdjo veut créer l'école nationale supérieure polytechnique, comme l'a dit Charles Hamel, la même formule qu'il a utilisée, le Macky Sall. Voilà. Et il dit, si je me branche à Paris, c'est trop politique. Il va en province. Voilà. Il dit, l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé ne peut pas être rattachée à Polytech de Paris. Autre chose qui est derrière l'école Polytech, en fait, l'école Polytech forme des militaires. Ah là, ça devient, vous ne le saviez pas. Bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que... À la base. Oui. Quand toutes les écoles polytechniques du monde, des pays sérieux, les étudiants font la formation militaire. C'est des officiers de réserve. Vous pensez que vous pouvez être ingénieur électricien au Cameroun, on vous confie les barrages hydroélectriques si vous n'avez pas une formation militaire?
Non, c'est stratégique. Donc, vous voyez donc des choses. Non, c'est ça, c'est des choses bien pensées. C'est pour ça que le contenu des enseignements, même si vous avez une expertise extérieure, vous prenez les Russes, les Français, tout ce que vous voulez. À un moment donné, ils sont en fin de séjour. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Vous restez avec vos barrages, vous restez avec vos immeubles, vous restez avec vos usines. Bon. S'il faut parler même de la conception d'une grenade, ce sont les gars de Polytechnique qui procèdent à des études, ils ont tout le matériel nécessaire. Vraiment, en vous entendant parler, le Camerounais qui vous regarde ce matin se dit Mais à quoi oui, je veux finir. À quoi sert justement les écoles polytechniques Monsieur au Michel Cameroun? Gachou, c'est de la poudre de Quand pain. vous dit que en celle réalité, de Yaoundé forme bien. oui, mais quand vous dites Il Bombo, faut donc calquer au moins sur celle de Yaoundé. quand vous dites qu'en même temps que dans les écoles polytechniques, c'est des officiers de l'armée qui sont censés y être formés. Non. C'est pas ce que je dis. J'ai mal compris. Ngachou Numba, qui est admis à l'école nationale supérieure polytechnique de Douala, Oui. 6 mois après, on vous envoie en formation militaire. Ah, très bien, merci. C'est ce Vous que ça veut devenez dire. officier de réserve. Vous devenez officier de réserve. Ça veut Voilà. dire qu'au-delà de la technique, de la technicité, de la technologie que vous avez apprise à l'école, vous devez défendre votre pays. Parce que là où vous serez, si on vous donne, vous êtes dans le génie civil, le Cameroun veut construire un immeuble du Parlement, on vous dit l'Assemblée nationale et le Sénat doivent avoir un immeuble. Vous attendez. On peut en rire parce qu'on se rend compte que il n'y a que les NAM aujourd'hui qui fait un effort pour envoyer ses apprenants en formation militaire. Alors, nous allons parler, je vais terminer parce que moi je soulevais la question des récompenses politiques. Il y a cette autre question des masters et doctorats que l'État a voulu résoudre. Professionnel. Oui, docteur, ingénieur, Michel Gachou. Oui, c'est ce qu'on aura désormais. Avec les écoles polytechniques, ils pourront pousser. C'est pour ça que tout à l'heure, on a abordé la question du cursus. Il y a ceux qui vont apprendre, c'est conceptualiser. La science de la technique. C'est eux qui vont être sur le terrain. Donc vous voyez que c'est de l'enfumage. On crée, les gens vont applaudir, on va donner des diplômes, mais des diplômes creux, sans fond, où l'individu, lorsqu'il sortira, ne pourra pas. On a une diaspora compétente. On ne peut pas faire une réforme de nom. La réforme doit être concrète à partir de la base. Vous avez des enseignants qui ne sont pas recyclés. Aujourd'hui, on a traversé, les gars travaillent désormais avec les atomes, les ceci. Nous, on a encore en train de cueillir le vin blanc. On cueille le vin blanc au Cameroun avec la corde. Vous voyez comment les gens cueillent encore avec la corde, alors qu'alors on a déjà évolué. Mais oui, disons la réalité. On cueille le vin de palme encore avec la corde. Le père, parfois même, le père se trouve, il décède de là-bas. On devait évoluer, ce n'est pas ça. Les décortiqueuses, les décortiqueurs, on est à quel niveau? L'école polytechnique, c'est ça. Mbomboka dit résoudre des problèmes. Tout ce qu'on commande, c'est en Chine. Et en Chine, c'est fabriqué par qui? Des jeunes élèves. Non, Monsieur Michel Gachou, hein. je vous donne la composition de la configuration administrative de l'école nationale polytechnique de Yaoundé. Poursuivez Charles. Le conseil de direction est présidé par le recteur de l'université de Yaoundé 1. C'est un gros tort. Il devait avoir un directeur spécialiste, un professeur plein à qui on donne la direction. Il a assisté des représentants de plusieurs membres du gouvernement, de ceux des regroupements patronaux, ECAM, MECAM, JICAM, d'une chambre consulaire, d'une direction comprenant 4 divisions, 2 centres, une cellule de 2 services directement rattachés au directeur et une infirmerie. Voilà comment... Or, l'école polytechnique d'avant, avant qu'on ait réforme, elle n'avait que la direction constituée d'un secrétariat général, d'une division administrative et financière et d'un service de scolarité. Donc on a politisé l'école. C'est ce que ça veut dire, qu'on a politisé finalement l'école. Donc c'est la récompense. On cherche des niches. Je vais récompenser Dominique Audrey. Comment? Oui, les bananes se plaignent tout. On va là-bas, on crée. Je vais récompenser Karine Sontiao. On cherche comme ça. On dit vraiment les gens de l'Ouest, ils se plaignent tout. C'est ça récompenser les gens différents. Vous allez voir Douala obèse, Yaoundé obèse, Maroua obèse, et après on va vous dire taisez-vous, on vous a donné à manger. Mais chaque jour on forme les gens, mais il faut que cela soit recruté. Sinon il n'y aura plus de postes, il n'y aura plus de place pour les placer quelque part. Alors, il faut bien des postes. On va même peut-être plus tard parler même de la réforme de l'école globalement au Cameroun, parce que même les normes est questionnable aujourd'hui. Il faut dissoudre. Non, vous parlez, la question de formation est très dangereuse. On a regardez le comportement de l'ordre national des experts comptables du Cameroun. Il l'a fait fermer.
ce qu'on voulait créer à l'université de Douala. Oui. Parce que vous venez, on veut politiser l'école, on veut lui donner un contenu qui n'est pas celui que l'ordre des experts comptables a accepté. Vous voyez, quand vous dites vous êtes expert comptable, ça veut dire que vous êtes arrivé au sommet de votre formation. Ouais. Mais vous venez, on vous dit que non, il faut d'abord faire un doctorat en économie. Il faut, bon, voilà. Écoutez, et justement parce que quelqu'un est professeur en professorat de quoi, il pense qu'il peut enseigner les experts comptables. Les experts comptables. Non, c'est des écoles. C'est absurde. Ces écoles, c'est pour résoudre des Pour avoir problèmes. des Très bien. experts. Allez, permettez vraiment qu'on vide avec les messages. Hein. Il y a trop de messages de nos téléspectateurs qui nous regardent partout au Cameroun. Karine Sontias avec vous. Oui, la profondeur de la déception est proportionnelle à la hauteur de l'attente qui l'a précédé. Comme quoi, que ce soit en amour ou en amitié, plus on attend de l'autre, plus on est déçu. La véritable force dans une relation, c'est déjà de comprendre qu'importe la force de l'amour qui nous unit, l'égoïsme qui nous caractérise fondamentalement, toujours prendra le dessus à un moment donné. Le plus important, c'est de mettre toujours l'humanité au-dessus de tout. Donc, il faut pardonner pour avancer. Très bien. La seule déception que connaissent les Bantous, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un disparaît, vous entendez pourquoi tu m'as fait ça. Tu me laisses à qui? C'est la déception, c'est la seule déception que le Bantou connaît. Celle-là, c'est occidentalisé. Merci Charles Hamel. Karine, vous poursuivez. Ok. Un instant pour que je lise les commentaires des téléspectateurs. Ils sont Ce assez pays nombreux. est maudit, je vous assure. On marche avec la tête dans ce pays. On parle d'émergence, mais on ne fait rien pour y arriver. Fidèle Forlan qui nous a Non, écrit vous ce savez, matin. l'objectif, c'est de dire, ayons le courage de le dire sur ce plateau, c'est que quand j'ai discuté, je préfère le dire, j'ai discuté avec un responsable d'un parti, du parti au pouvoir, à qui je posais la question. Il me dit, vous savez, quand le président Biya est arrivé au pouvoir, il y avait une école, aujourd'hui on en a 7, on a 7 universités. Et il y avait tel, ceci, on a 22. Il y avait tel, il n'y avait pas de route, on a rallongé les kilomètres. Vous voyez aujourd'hui, on a combien d'écoles polytechniques. Ça prouve que le président Biya travaille. Lorsqu'il m'a dit ça, je lui ai raccroché au nez. Et j'ai compris que c'est juste des effets cosmétiques. Dire qu'on a changé. Et vous vous rendez compte vous-même sur le terrain. Oui, sur le papier, on a plusieurs écoles polytechniques. Mais sur le terrain, combien de laboratoires, combien de salles de cours, combien d'enseignants, combien de facultés qui travaillent plein temps. Allez, Karine Sontias avec J'ai vous. appris à l'école comment programmer, mais j'ai jamais travaillé de ma vie sur une machine à commande numérique. Même les enseignants ne l'ont jamais fait. Ah, c'est Jarius Piassé Chabda qui nous écrit. Les ouvertures des écoles techniques devraient être fonction des exigences structurelles d'un pays. Mais au 237, on ouvre les écoles pour satisfaire les opinions de certaines personnes. Alors, un autre message. Au point où j'en suis aujourd'hui avec cette histoire d'amitié, mon frère, il ne donne pas le souffle de vie. Donc, tu n'as aucun remords à te faire si jamais tu ne le veux plus autour de toi. Sandra Fokamno qui nous a écrit ce matin. Le pays s'y va devenir ce que ça va devenir. Parole d'homme, Ben Skinner devant le domicile. Alors, on ne pouvait pas savoir, on ne pouvait pas savoir le BOA, c'est-à-dire le front pour aller à l'étranger à pied. Ce n'est pas une science exacte, hein, qu'il pardonne, mais qu'il garde ses distances. Pamela Alice ici. Alors, très Serge Sévérin, tu peux pardonner et ne pas oublier, mais fais très attention. Si tu peux l'aider, fais-le, mais à distance. Ne laisse jamais ton verre devant lui. Au moment de l'aider, quand il était tout près, il n'a pas fait. Maintenant, vous me demandez d'aider à distance. On va vider le message, Karine. Oui. On en a un peu trop ce matin. Alors, quand il n'y a même. même pas les laboratoires à l'INSET, Monsieur Chalamel Bachou. Vous révélez là le problème de toutes les grandes écoles. Je n'avale pas ce que j'ai déjà vomi. Qu'il reste où il est et considère que je suis toujours au désert. C'est pas le premier à arriver à Bamenda qui parle anglais. C'est pas violent ça, hein, c'est très violent quand même. Hein. Il faut, on prône quand même la tolérance, c'est très important de le dire. Hein. Il faut prôner la tolérance dans tout ce que vous faites. Madame, messieurs, 10-12, le Zénith se poursuit. Et pour ce mardi, 26 mai 2020, la toile gronde, la toile parle. Vous étiez sur Internet toute la nuit, toute la journée d'hier. Lorsque nous on a fini l'émission et qu'on soit sorti d'ici, lorsqu'on a ouvert justement
nos différents téléphones, on était surpris par le retour. Vraiment, je me tais. Je laisse Karine vous en donner ce matin. Ce matin, le premier sujet notamment concerne Charlotte Dipanda qui est aujourd'hui vouée aux hégémonies pour avoir donné son point de vue par rapport à la situation politique au Cameroun en évoquant notamment que c'est difficile pour n'importe qui de diriger un pays où on a plus de 200 ethnies et du coup elle pense que l'alternance serait la solution pour un développement au Cameroun. En tout cas, on va arrêter de faire le résumé, on vous permet d'écouter et puis on va revenir pour le commentaire. Charlotte. De développement possible. Je pense que l'État actuel est arrivé à bout de ce qu'il pouvait proposer au Cameroun et que humblement, il gagnerait à céder la place à une nouvelle gouvernance sans rancune. Merci Charlotte. Merci, bonne journée. Vous voyez là un extrait d'un entretien avec une journaliste de Voix de l'Amérique et Charlotte Dipanda a pu donner son point de vue sur ce qui se passe au Cameroun et même sur une possibilité d'alternance. Sauf que sur la toile, les uns et les autres sont allés de tous les bords en taxant même Charlotte Dipanda de celle qui veut aujourd'hui apporter l'insurrection au Cameroun. Qui est-elle pour oser? Et on a même vu une écrivaine dire que Charlotte Dipanda se prend comme une petite fille lorsqu'elle parle d'une question politique. Laquelle écrivaine là? Elle est camerounaise? Calixte Béala. Non. Qui? Une autre. Une autre. Pourquoi vous ne prononcez pas un nom, Karine? Non, je ne veux pas. D'accord. Tout le monde c'est sur la toile. Non, parce que je suis très outrée. Mais si c'est sur la toile, il faut donner son nom. Ah non, si vous voulez aller sur la toile, tapez Médiatude, vous allez voir, vraiment. D'accord. On Allez. va prononcer son nom. Merci, Karine, pour ce premier sujet ce matin qu'il va falloir vider. Et c'est important. Elle parle de la tenance. Peut-être aussi on parlera du contenu, mais d'alternative aussi. Hein. Bon, Bengal, vous l'avez écouté, hein, Charlotte Dipanda sur ce sujet-là. Vous la connaissez véritablement, elle est artiste. Est-ce qu'on va quand même dire qu'ici, on prépare bien les mentalités, les consciences à ce qui peut advenir? Bon. Je vais d'abord poser le problème comme vous posez, et ça veut dire que nous sommes embrigadés. On dit préparer, ça veut dire qu'en fait, le peuple camerounais est manipulé depuis longtemps. Moi, je la connais pas tout à fait. D'abord, encore que moi. Vous n'écoutez pas les musiques, la musique vous ne dansez pas de temps en temps? Je ne sais pas danser. Donc, mais je reste dans son chapitre. Elle est artiste musicien. Ouais. Et j'ai vu son grand frère, Yannick Noah, organiser des concerts de soutien à Ségolène Royal en France. Et après, je pense à Hollande aussi. Et Yannick Noah, pour avoir pris un type de position, de gauche notamment, parce que là-bas les clivages sont réels, il a été comme le français le plus préféré. Il n'a pas été voué aux hégémonies. Comme c'est le cas de Charlotte Dipanda. Il avait fait écho pour Ségolène Royal d'abord, Hollande ensuite. Et il a d'ailleurs tenu des propos pas très bien à l'égard de Sarkozy et des militants de droite. Je n'ai pas vu ça. Donc, Mbango, elle n'a pas Dipanda, pardon, elle n'a pas grandi chez nous. Donc, ils sont dans un environnement où la parole est libérée. Premier point. Deuxième point, il semble qu'elle est camerounaise. On ne lui a pas encore régné la nationalité camerounaise. Et en tant que citoyen, qu'est-ce qui est mauvais qu'un citoyen donne son point de vue pour les problèmes de son pays? C'est ce que nous disons. Et nous allons même plus loin. Nous les citoyens camerounais qui avons un certain âge. Aujourd'hui, on peut entrer à l'armée à 18 ans. Mais on n'a pas le droit de voter. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi maintenir le droit de vote à 20 ans? Ça veut dire qu'on voudrait que certains citoyens qui peuvent même donner leur vie pour sauver la nation, et ils ne doivent pas choisir les compatriotes qui doivent diriger leur pays. Ce n'est pas normal. Donc, laissons ça. Elle a donné son point de vue en tant que Cameroun. D'abord, les étrangers donnent leur point de vue sur le Cameroun. Nous, ici, on donne le point de vue sur la France, sur les États-Unis, sur l'Irlande, sur la Côte d'Ivoire, sur le Gabon. Et nous ne sommes pas des nationalités de ces pays-là. Donc, il faut qu'on cesse
qu'on cesse Donc, ce genre il faut arrêter de vouer Charlotte Dipanda aux gémonies. Oui, chacun donne son point de vue relativement. Bon, si elle se met maintenant à s'ouvrir de ce qu'elle reproche au gouvernement de tous les droits d'auteur, elle est bien en mesure de dire que les machines qui fabriquent comment vous l'appelez, les CD piratés entrent en douane et payent les droits de douane. Et on sait très bien que ces machines qui entrent vont faire les CD piratés. Donc ça seulement, ce point seulement permet qu'une artiste musicienne comme elle peut donner son point de vue critique à l'égard du gouvernement. Et maintenant je termine en disant que merci que ça commence à nous rejoindre. Dans la tradition africaine, on dit quand on ne peut pas, on laisse. À qui vous adressez-vous? Moi, j'ai prêté serment devant les ancêtres pour être sur le chemin de la justice et de la vérité. Quand on ne peut Si pas, je m'amuse, si je ne suis plus sur ce chemin, je vais mourir. Mais le serment politique semble ne pas être la même chose. Je ne demande pas aux hommes politiques de prêter serment pour aller mourir. C'est deux champs différents, Bobo Mbengue. Voilà. Maintenant, quand vous prêtez au moins serment pour dire la priorité de mon septennat, ce sera les infrastructures routières. Et à la fin du septennat, vous n'avez pas fait des infrastructures routières, vous demandez aux populations, au regard de 2, je vous avais promis de 2, je n'ai pas pu faire parce que vraiment, donnez-moi une autre occasion pour que je puisse faire. Mais on ne fait rien, là, c'est pas normal. Très bien. À ce moment-là, on aboutit donc à ce qu'on appelle un blocage, et le blocage en termes politiques, on parle de l'impasse. On est dans l'impasse, et dans l'impasse, c'est pas possible. Ça suffit. Dominique Audrey, vous avez également suivi Charlotte Dipanda et ça fait tout un buzz sur la toile aujourd'hui. Charlotte, au-delà d'être citoyenne, au-delà d'être artiste camerounaise, a, comme Bombon le disait quand même, le droit aussi de dire ce qu'elle pense quand même, non, pour le changement des Camerounais. Et elle le dit très bien, depuis sa tendre jeunesse, elle n'a connu qu'un seul président. Pour elle, c'est un problème. Comme beaucoup d'ailleurs. Monsieur Ngachou, le rôle d'un artiste musicien, en dehors de donner du plaisir à ses fans à travers sa musique, par exemple, c'est jouer un rôle moteur dans l'éducation, dans la sensibilisation des masses. Il ne faudrait pas qu'on muselle les gens aujourd'hui parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Combien de personnes de la même trame que Charlotte Dipanda ont osé prendre position? Je note, Richard Bona, lui, il a donné, ses positions sont connues, par exemple. Pourquoi ne pas avoir le même tollé? Pourquoi est-ce que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, on va vous sortir des histoires, oh, elle est lesbienne, oh, elle est machin, elle est ceci, ça ne change rien. La dame n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe. On dira, d'autres diront que non, elle n'est même pas au Cameroun, qu'est-ce qu'elle a fait pour la culture, elle est à l'étranger. Oui, elle est à l'étranger, mais elle a sa famille ici. Sa famille aurait pu être... Elle est à l'étranger parce que nous avons refusé des maisons de promotion de la culture chez nous. Voilà. Elle, peut-être dans sa famille, il y a le petit enfant qui est mort dans la région où on a dit qu'on n'allait pas allumer le générateur pour une personne. Vous voulez qu'elle encourage ça? Vous voulez aujourd'hui, malheureusement, cette pauvre dame est assimilée à un parti politique. Mais que non, elle n'a mentionné personne. Pourquoi penser que lorsqu'on dit que non, on ne veut plus ça, ça veut dire que, moi je vais parler, elle est du MRC. Pourquoi? Alors qu'on a le PCRN à côté, on a le parti de M. Momo à côté, on a plein d'autres partis. Donc maintenant, les gens commencent à donner les conseils. Vous savez qu'au Cameroun, on n'a que les sabitou, les donneurs de leçons. Concentre-toi sur ta carrière. Et la dame notamment qui l'a traitée de petite fille. Marthe Cécile Mika. Ah ok, voilà. Elle estime que elle ne devrait pas en parler. Il faut être doué d'intellect, machin. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour dire qu'il n'y a pas d'eau dans moi, mon je ne comprends pas. Je vous garde la parole en même temps parce qu'il y a pas mal d'artistes camerounais qui ont chanté les louanges du régime, du chef de l'État, qui chantent pour... Garder l'intellect, ça veut dire quoi? Qu'il faut être intellectuel, il faut un minimum pour il faut un minimum d'intelligence. Si elle est écrivaine, elle doit justement savoir qu'en milieu politique, ça ne se passe pas comme ça. Si elle est intellectuelle. J'espère qu'elle nous écoute. En milieu intellectuel, même nous, les indigènes,
ceux qui ont le certificat de type primaire indigène comme nous, ceux qui sont agrégés en agrégation, lorsqu'on se retrouve dans le champ politique, on se tutoie, on s'appelle camarade, même dans un même parti politique. Ça veut dire que moi, l'indigène, je peux taper au vote dans nos comités de base, nos sections, l'agrégé en agrégation. Donc, cet intellect-là, ça reste dans les amphithéâtres. Merci. Donc, dans le champ politique, c'est autre chose. Ça n'entre pas. Donc, on n'a pas besoin d'avoir été à Harvard ou bien d'être écrivaine pour savoir ou bien pour se rendre compte que les enfants meurent au Cameroun, à Yaoundé, faute de couveuse, 4. Et on n'a pas besoin d'être intellectuel pour dire que les Camerounais ont besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin d'eau, on a besoin de routes, on a besoin d'éducation. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être intellectuel pour se rendre compte que les enfants qui iront, entre guillemets, à l'école le 1er juin seront en danger. Bon, maintenant, vous les intellectuels là, on a vu, vous avez géré les choses pendant longtemps et malheureusement, ça n'a rien donné. Donc peut-être nous autres, indigènes, incultes, on va prendre la relève. Très bien. Charles Membachou, la sortie de Charlotte Dipanda semble poser tellement de problèmes. Bah oui, écoutez, c'est pas une sortie, elle était interviewée par la chaîne de télévision, la Voix de l'Amérique, avec un programme bien connu. Et aujourd'hui, ça fait un tollé immense sur la toile au point où Charlotte est cataloguée et est vue aujourd'hui comme une ennemie de la République. Mais de quelle République parlons-nous finalement si on ne peut pas dire à la République que vous êtes en erreur, Charles Membachou? Nous sommes au Wonderfulkistan. C'est votre pays? Oui, c'est malheureusement le pays que nous affectionnons tous, le Wonderfulkistan. Monsieur Michel... frontalier de Gwangwana. Monsieur... Si on veut qu'on vous situe géographiquement, c'est au sud de l'Angleterre, au nord de l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, on a le Wonderfulkistan et le Gondwana. Et on a le Gondwana. Est-ce que vous avez entendu parler du Bourgoudouini? Non, vous voyez les pays pays qui existent. N'est-ce pas? Il y a également un pays qu'on appelle le Bourgoudouini. Merci beaucoup, on va évoluer. Monsieur Michel Ngachou, j'ai discuté avec le président du Kwavamefekistan, qui est toujours un voisin du Wonderfulkistan et du Gondwana. Vous savez, on a commencé par à demander à tous les blogueurs, rassemblez-vous, créez un GIC et tout. Les blogueurs se sont rassemblés et là je regarde la caméra. On les a invités dans un ministère, ils ont discuté et on les a recrutés. Si vous voulez, je vais citer le nom de tous ces blogueurs qu'on a recrutés, qui sont désormais devenus des insulteurs de Facebook. Les blogueurs, je le dis. Le président de l'association, c'est des blogueurs, il peut dire ce qu'il veut dire désormais sur Internet. D'ailleurs, ils ont commencé même cette mouvance, je le dis. On les a pris, on les a moulés, et aujourd'hui, ce sont eux qui sont convertis dans des cabinets noirs pour dire des choses assez compliquées lorsque vous n'allez pas dans le sens voulu et pensé. Nous avons dans ce bas monde 2 formes d'art. L'art pour l'art et l'art pour l'engagement. Souffrez que je vous le dise, monsieur Michel Ngachou. L'artiste est comparable à un miroir que l'on balade le long d'une rue. L'artiste. Stendhal. Il se balade, filme, capte et vient reproduire. Les morceaux de Prince Dédé et Yango, jusqu'à aujourd'hui, vous mettez en danse, c'est le même problème. Les morceaux de Beko Sadé, le patron n'est pas là, c'est d'actualité. C'est ça l'artiste. L'artiste vit et traverse son temps. On nous a versé dans l'art pour l'art. Nyango, vous dansez. Le grand barak, goûtez ça. Voilà là où on est versé. Voilà là où on est versé pour tuer le peu d'intellect qui reste encore aux Africains. On a dû la conscience. On a versé dans le sexe. Monsieur Michel Ngachou, je connais les artistes dont je prononce les noms. Si vous voulez me prêter, vous prendrez après Monsieur Michel Ngachou. Non, je veux rappeler ce qu'on a dû la conscience également, que dans l'engagement, ça fait quand même pas mal de temps. Non, voilà. Monsieur Michel Ngachou, on nous a poussé dans la cancritude à apprécier. Vous avez même des gens qui sont devenus les promoteurs, même des enfants autistes, déjà on les voit un peu partout, qui se retrouvent à se lever et qui se trouvent une nouvelle mission via Facebook. Non. Celui qui veut être intellectuel, combat avec les intellectuels, c'est le choc des idées. Et d'ailleurs, de ce choc, jaillira la lumière. On a écouté Boilotin. Si vous écoutez Boilotin, vanité de vanité, tout est vanité. La femme, 45, c'est d'actualité, monsieur Michel Ngachou. Alors, lorsqu'on a
Charlotte Dipanda, qui se lève pour faire un constat. Bien avant elle, on a eu quelqu'un qu'on a voué aux gémonies, Patrice Anan, c'est passé, lui aussi c'est un écrivain. On l'a interdit même la nationalité, lui aussi par rapport à ses propos qui tenaient des propos d'activistes. On a eu, après lui, Richard Bonnat, qui a commencé avec des sons, des petites phrases. On a essayé de lui opposer des artistes sans vie, qui se sont essayés à la guitare comme lui et qui se sont retrouvés eux-mêmes étranglés dans leur propre jeu. Aujourd'hui, c'est comment vous l'appelez, pardonnez-moi, Charlotte Dipanda, qui se lève pour dire ce qu'elle a dit n'est pas dénué. Tous nous parlons de l'alternance, tous nous parlons de changement, tous nous parlons d'une autre vision pour un Cameroun. Vous savez, Barack Obama qui a dit « Je suis rentré jeune au pouvoir, j'en sors vieux. » Avec les cheveux blancs. J'en sors vieux. Il a dit « J'en sors vieux. » Le pouvoir, je ne comprends pas comment les autres font pour s'agripper sur le pouvoir alors que le pouvoir épuise et ruine. Il est sorti. Donc, monsieur Michel Ngachou, ce qu'elle a dit, elle devait le dire avec les mots qu'elle a choisis pour le dire. Si aujourd'hui ça a des effets, ça suppose que c'est des gens qui sont anti-évolution, anti-progrès. Pourquoi? Chez les Bantous, quand on ambitionne, on réalise, on se retire parce que fatigué pour contempler. Si au lieu de se préparer à contempler les dégâts ou ce qu'on a fait de bien, on décide de revenir avec les grandes opportunités, eh bien, il faudrait voir là où on va. Charlotte Dipanda et Carrie Sonsa, vraiment, je tiens à ce que vous laissiez quand même un petit mot là-dessus. Avant de passer au deuxième sujet qui nous interpelle également ce matin, comment vous l'avez apprécié quand même, vous qui êtes très présent sur les réseaux sociaux? Moi, je me suis arrêtée sur des commentaires qui m'ont rendu estomaquée. J'ai eu l'impression de perdre toutes les sensations dans mon ventre. Pourquoi? Parce que nous sommes quand même des jeunes et on vit un certain nombre de réalités. Et déjà, étant la petite lycéenne qui parle sans réfléchir, moi je vais reprendre les mots, étant la petite lycéenne qui s'exprime sur des questions politiques qui sont parfois très complexes, je vous assure, nous, on faisait les débats sur la situation en Côte d'Ivoire. Ouais. Et nous, au lycée. Donc quand on faisait la pause là, on s'asseyait là autour là, chacun avec son bout de pain, on tapait les sujets sur la Côte d'Ivoire sans y être, juste parce qu'on a écouté le 20h ou le 19h30. Maintenant qu'aujourd'hui, quelqu'un qui écrit des livres, encore qu'on ne part pas à l'école pour apprendre à écrire des livres, voilà. Il faut qu'on nous dise quand même que vraiment, elle doit se contenter de la musique, c'est des sujets vraiment politiques très complexes, mais non, il n'y a pas de complexité à vouloir l'alternance dans un pays. Et prendre l'histoire de la Chine, vraiment, c'est des histoires qu'on ne prend pas parce que vous ne vivez pas en autarcie. La Chine a vécu en autarcie pendant plus de 20 ans, vous ne pouvez pas. Il y a des exemples qu'on ne comprend pas. Et nous sommes dans un pays où je pense quand même que avant de vous abattre sur quelqu'un, il faut vous poser des questions sur les affects que la personne utilise pour parler. Et quand vous écoutez tout son raisonnement, vous comprenez qu'elle est allée de quelque part pour arriver où elle est. Elle n'est pas sortie de nulle part pour dire non, il doit partir. Non, elle n'a pas dit ça. Elle vous dit que le Cameroun comporte plus de 200 ethnies et qu'au Cameroun, plusieurs Camerounais vivent tout longtemps jusqu'à leur décès sans aller dans les autres régions. Donc c'est difficile même pour un chef de l'État de gouverner ce pays avec plus de 200 ethnies. Ce qui est normal. Et maintenant quand elle dit que depuis qu'elle est née, elle n'a connu que ça. Ce n'est que le passage qu'on a retenu. Si elle, avec son âge, elle n'a connu que ça, moi, j'ai connu quoi? Et moi, qu'est-ce que je vais dire? Monsieur Michel Ngachou, vous savez, le drame, c'est que, Bombogla le disait ici hier, 6 mois après que le président Macron ait pris le pouvoir, on lui a dit, Macron, tu nous arrêtes ça. On a fait une erreur, c'est maintenant que nous sortons de l'hypnose, tu nous avais hypnotisé, Macron, arrête ça. Quelqu'un est allé sur un plateau, on l'avait diffusé ici, oui. Jusqu'à dire que quand tu prends quelqu'un qui est bête, il n'a même pas pu passer tel concours, c'était sur un plateau. Mais ici, elle n'a pas demandé qu'on parte soulever le président bien de son... Non. Elle n'a pas demandé qu'il y ait un mouvement d'humain. Non. Et ce qui est fantastique, c'est qu'elle n'a même pas cité le nom de Paul Biya. Il a été élu, le président Paul Biya a été élu à 71%. Il est assis, il a été installé dans ses fonctions. De quoi qu'il gère, de quoi ont-ils peur? C'est 71%, on l'a élu. Oui, on a voté président. Reste président, mais
ne nous empêchez pas de dire qu'il faudrait qu'on pense à l'alternance. C'est ça aussi le jeu. Non mais écoutez, 38 ans quand même de règne. Vous ne pensez pas, c'est pas un siège éternel. Monsieur écoutez, Michel Gachou, si vous avez connu Coco Ateba a vécu pire. Bon, je parle sur le oui, on s'en souvient. Coco Ateba a vécu pire, c'est pas les premiers artistes. Elle sait exactement. Coco Ateba a vécu pire après un concert à la présidence. Non, mais Coco Ateba pour son cas en même temps. Peut-être il faut le dire aux Camerounais aujourd'hui. C'est qu'on appelle justement à la présidence pour un spectacle avec justement l'ancienne première dame, et pendant justement le spectacle, elle interprète un morceau, et puis cette chanson-là qui avait des tendances un peu très compliquées pour une dame qui ne pouvait pas faire d'enfant, et à la fin, elle a subi justement, elle a eu des coups, c'est au point de fuir le Cameroun. Mais pourtant, c'était le morceau qui était adulé. Voilà, donc il faut que les gens arrêtent. On a eu l'autre aussi, permettez-moi d'ajouter, comment on l'appelle, la sœur de Grâce Deka, Dora Deka, qui a fait elle aussi un morceau lorsqu'elle a passé le clip. C'est tout le monde qui est tombé, disons qu'elle voulait parler assis, parler. C'est ça le Cameroun. Il faut changer à un moment donné les mentalités et de dire que ce n'est pas parce que je pense. Et justement, Charles, vraiment, je fais vraiment cette transition. Il faut vraiment changer ces mentalités. Qui peut changer les mentalités quand, premièrement, vous avez quel enseignant? Vous avez quel anthropologue? Vous avez quel psychologue? Vous avez justement quel passé historique? Peut-être moi me répondra. Non, vous avez il y en a. Est-ce qu'on vous les restitue? Les appareils. Permettez. Oui, non, le fait justement. Ça, c'est notre contribution. Maintenant, les appareils justement de communication, les appareils de l'enseignement camerounais, il y a quand même un problème. Les enseignants sont fouettés. Il faudrait peut-être retrouver un autre mécanisme permettant aux Camerounais de se réveiller véritablement. Peut-être pas par l'insurrection, mais amener les Camerounais à bien penser leur avenir. Allez, Karine, deuxième sujet ce matin. Oui, on parle cette fois-ci de 4 milliards de francs CFA pour les véhicules des députés sur Internet. Ça va dans tous les sens. En pleine période de crise sanitaire mondiale, il y en a qui pensent qu'on n'aurait pas dû donner cet argent-là parce qu'on a même un problème de respirateurs dans les hôpitaux et autres. Mais il y en a quand même qui soutiennent que ça fait partie du budget et l'Assemblée nationale a besoin de ça aussi pour que les députés puissent exercer leur rôle. Allez, 4 milliards, on parle de 4 milliards 197 millions de francs CFA pour tous ces 180 députés. Bon, d'aucuns pensent que c'est un sujet qui ne vaut pas la peine d'être débattu parce que vous le vouliez ou non, le coronavirus n'est pas la priorité pour certains. Ils disent qu'il y a eu un budget programme et que ce budget programme doit être consommé et que effectivement au niveau du ministère des Finances, c'était déjà bloqué comme tel. Mais seulement qu'on se rend compte que les priorités ne sont pas à ce niveau. Dominique Audrey, je voudrais quand même vous relancer là-dessus. Est-ce qu'au moment où les Camerounais ont besoin d'argent pour se soigner contre le Covid-19, renforcer le dispositif sanitaire, avoir une riposte tout à fait importante et que l'on choisisse de prendre 4 milliards 197 millions de francs CFA pour acheter les voitures aux députés, d'ailleurs en disant que c'est des cadeaux, comment est-ce qu'on interprète ça aujourd'hui en 2020 au Cameroun? Vous parlez de renforcer la lutte contre le Covid, c'est ça? Oui. Mais on vous a donné des seaux, non? Avec du savon aussi. On vous a donné du savon, non? Ouais. Ça, c'est pour vous. Maintenant, pour les députés, il faut qu'on les protège en leur offrant des voitures. Vous voulez qu'on dise quoi? Moi, quand j'ai eu cette information, j'ai eu le cœur tellement serré. Hier, ici, on a évoqué le cas d'un enfant qui est mort faute de générateur. On n'a entendu personne se déployer pour aller savoir pourquoi est-ce qu'on éteint le générateur ou bien qu'on l'allume pour trouver des mesures palliatives là-bas. On a parlé comme l'internaute des couveuses, des enfants qui sont morts faute de couveuses. On n'a rien vu. Vous parlez d'un budget qui avait été précédemment arrêté. Lorsque vous êtes dans une maison et que vous avez prévu d'envoyer 10 000 à votre belle-mère, pour son argent de poche, je sais pas, n'importe quoi, et que votre femme tombe malade et que vous n'avez plus rien dans les poches, vous enverrez toujours les 10 000 à votre belle-mère, laissant votre femme malade? Même si on avait des budgets affrétés pour faire des cadeaux aux députés, ça aurait pu être repoussé. Pourquoi ne pas leur donner d'abord... Bon, c'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais on aurait pu commencer d'abord par partager les autres Prado, non? Ou bien c'était pas assez luxueux pour eux? D'accord. Moi, je pense qu'on devrait avoir un peu plus de considération pour les citoyens camerounais. Auquel cas, certaines informations, on peut s'en passer parce que ce sont ce genre d'informations, ce genre de données que lorsqu'on brandit sous le nez d'un citoyen lambda, ça pousse un peu la colère.
Donc vraiment, vivement qu'on nous épargne ce genre de choses qui peuvent nous faire des conneries. Allez, merci Charles Amer, rapidement, en 1 minute 30 ou 2. Merci, vraiment, vous avez regardé ça. Vous faites un commentaire au moins là-dessus. Monsieur Michel Ngachou, aux premières heures du Covid, Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi avait fait une sortie et avait demandé que de manière systématique, on pense à supprimer ou que les membres du gouvernement décident de couper sur leur salaire pour orienter. Moi, je lance maintenant ce défi aux membres de l'Assemblée nationale. C'est l'occasion pour vous de démontrer que vous aimez ceux qui vous ont élus, ceux qui vous ont véritablement donné leur suffrage, décidé de prendre et aller combattre véritablement le Covid. Pourquoi je le dis, monsieur Michel Ngachou? Pour la simple raison que les élus, il y a beaucoup d'élus qu'on ne voit pas sur le terrain. Et il y a beaucoup d'élus qui sont plus confinés que les populations, beaucoup d'élus qui n'interviennent pas aujourd'hui. Allez le faire, 4 milliards. Et dans 4 milliards, ce n'est pas tout ce qu'ils vont avoir. Hein. Vous avez le président qui va chercher dans les 300 et poussières de millions. Seulement les dotations, hein, pour le président de l'Assemblée nationale. Les membres du bureau vont jusqu'à 92 millions et tout. Allez regarder, ce n'est pas petit. Tous les membres du bureau d'abord sont lotis, sont bien lotis dans cet argent. Maintenant, le reste, on va voir les présidents des commissions et tout, quelques membres, on voit comment on va répartir pour le permettre. Non, je pense que c'est un peu trop fait. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Il faut conjuguer les efforts pour pouvoir réussir. 5 milliards, ça pouvait aider. Vous êtes un ennemi de la République, Charles Amer Ngachou. Voilà. Juste pour rire. Allez, bon, vraiment, on ne vous prononcez peut-être pas sur le sujet. On donne la possibilité à Karine rapidement de nous donner le 3e sujet. Et bon, justement, on va être relancé là-dessus le temps que tout se mette en place. Oui, le 3e sujet concerne notamment ces jeunes qui ont manifesté devant le domicile de Maurice Kamto à Yaoundé, quartier Santa Barbara. Ces jeunes-là demandaient au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun d'arrêter de ternir l'image du pays. Nous ne laisserons plus personne s'attaquer à notre République ni menacer la paix et le vivre ensemble. C'était des coups de gueule comme ça qui venaient de la bouche de ces jeunes qui se font appeler des patriotes. Mouvement des patriotes, disent-ils, Maman Bengane. Vous avez regardé, vous avez apprécié aujourd'hui une analyse et puis à la suite, il y a eu un communiqué rapide du secrétaire général du mouvement de la renaissance du Cameroun qui a laissé ceci sur Internet. Vous croyez qu'il faudrait faire attention à la sécurité de Maurice Kamto? Non, il faut qu'on soit sérieux. Pour une fois quand même, je suis d'accord avec le président de la République. Il nous avait demandé dans des années 90, il a dit, ne nous combattons pas, débattons. Il y a eu une escalade de la violence qui a commencé avec la présidentielle de 2018. Il faut qu'on commence quand même à calmer. Les saccages des ambassades, un certain nombre de choses, de fonctionnement. On avait même attaqué des artistes, on avait, y compris certains chefs traditionnels de l'Ouest ont été attaqués, c'est pas bon. Ce genre de choses n'est pas bien. Parce qu'au départ, hier, je pensais que ces jeunes étaient entrés dans la résidence du président de MRC pour l'agresser. Non. Mais malgré ça, cette escalade de la violence n'est pas bien. Ces jeunes doivent être en réalité caressés ou bien reprimés parce que c'est violer quand même un domicile. C'est assez dangereux. Ils ne sont pas entrés dans son domicile. Oui, mais lorsque vous venez vous mettre devant la porte de quelqu'un et que vous scandez, vous menacez de mort, vous ne trouvez pas que c'est problématique? Justement, ça risque donc d'être 2 poids 2 mesures. Lui, c'est un particulier. Là-bas, c'était les ambassades. Voilà. Quel a été le comportement des Camerounais lorsqu'on attaque les institutions? Bon, moi, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je veux dire, lorsque le climat social commence à être électrique, il faudrait que les hommes politiques d'abord commencent à baisser parce que le contenu du communiqué de MRC n'est pas bon. On fait comme si on monte les gens pour venir attenter à la vie. Et c'est pas bon. Il y a un type de langage qu'il ne faut pas tenir à certains moments. C'était l'endroit idoine pour le faire? C'est pas l'endroit idoine pour tenir ce genre de langage non plus. C'est pas genre. Et qu'est-ce qu'a fait Maurice Kamto? Et là, c'est une réaction républicaine. On appelle la police.
une gendarmerie pour venir contrer. C'est ça la réaction. Et quand elle tarde à venir, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème aussi? Tarde à venir comment? Il y avait d'abord non pas attaqué les services de sécurité. Parce que moi je connais personnellement Mme Camto, il a un jet de pierre à la gendarmerie qui n'est pas Je vous dis, il n'était pas attaqué physiquement. Les gens ont manifesté. Mais lorsque vous manifestez devant le portail de quelqu'un, il appelle la police ne vient pas. 2 heures après, vous interprétez ça comment? Rien du tout. Parce que c'est ça le comportement de la police. On ne fait pas ça parce que c'est M. Camto. Moi, j'ai eu appelé la police plusieurs fois parce que j'étais attaqué chez moi. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de carburant. Voilà, ben, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de carburant pour venir. Ils n'avaient pas de carburant. Or, il existe bien des domaines. Non, je veux dire ceci. M. Camto n'a pas été attaqué. Les gens sont venus, ils ont scandé dehors, ce qui n'est pas bien parce que ça rajoute à la haine, ça rajoute à l'escalade de la violence. Là, c'est bien. Mais est-ce qu'il a des services de sécurité dans son domicile que je connais moi aussi? Son service de sécurité n'a pas été attaqué. Merci. Donc, allez, Charles Amène se prononcera parce que le sujet aujourd'hui, on en reparlera une prochaine fois. Le temps pour nous, madame, messieurs, d'aller retrouver au plateau B Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Une autre fois, pour une autre fois, oui, effectivement, Consti Lamine qui vient nous parler des magasins Sorepco et ses produits. Bonjour Consti Lamine. Alors bonjour cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs. Je n'ai pas l'habitude bien sûr de faire des témoignages dans cette émission. Mais ce matin, je vais faire un témoignage qui se vit personnellement chez moi. Alors, depuis pratiquement 3 jours, j'ai un sommeil doux, j'ai un sommeil relaxant, j'ai un sommeil de qualité grâce au matelas de Sorepco. Oui, bien entendu, c'est donc l'occasion pour moi de remercier le directeur général de Sorepco qui m'a gratuitement offert un matelas le week-end dernier. Et depuis que je dors sur ce matelas, chers téléspectateurs, je me sens tellement à l'aise. C'est qui a d'ailleurs valu mon appel dimanche matin, très tôt, bien entendu, à l'endroit de l'un des responsables de Sorepco pour leur dire merci beaucoup, bien sûr, pour ce matelas. Et c'est donc l'occasion, plus que jamais, chers téléspectateurs, de faire comme moi, d'aller dans les magasins Sorepco, parce que dans ces magasins, vous avez la solution à un sommeil de qualité. Vous avez la solution pour éliminer tout ce qu'il y a comme problème au niveau du dos, parce que ces matelas jouent un double rôle. Non seulement ces matelas vous permettent de bien dormir, mais ces matelas vous permettent également d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Ces matelas vous permettent également d'avoir un corps stylé. Ces matelas vous permettent de faire de très beaux rêves. Et pour ceux-là qui veulent de temps en temps avoir, bien sûr, une qualité dans le sommeil, alors rendez-vous dans les magasins Sorepco. Ce sont les magasins qui vous permettent d'avoir des matelas de qualité. Il y a des matelas sur le marché camerounais, ça je le sais. Mais alors faites très attention. Ça ne sert à rien d'acheter un matelas et quelques jours après, ce matelas s'affaisse. Parce que le matelas qui passe le temps à s'affaisser, alors bienvenue les douleurs de dos. Et je le dis, bien entendu en direct dans cette émission, le mal de dos, la plupart des douleurs au niveau du dos sont causées par le matelas que nous utilisons. Quand un matelas est de mauvaise qualité, quand un matelas n'est pas de très bonne qualité, vous aurez le mal de dos tout au long de votre vie. Donc pour éviter cela, je vous conseille, chers téléspectateurs, d'avoir un matelas de qualité. Et où l'avoir? C'est dans les magasins Sorepco. Regardez comment il se présente. Regardez comment c'est beau à la télé. Regardez comment ce matelas se présente. La qualité de la matière, la qualité de la dimension, la qualité, oh là 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 là, rien que la qualité. Ce matelas vous donne l'envie de dormir. Oh là 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 là. Quand on a passé une journée de travail, quand on a passé le temps à monter et descendre, quand on rentre à la maison, après avoir mangé, on prend son bain, on entre dans sa chambre, même si on n'a pas un lit, on peut acheter le matelas de Sorepco, on le pose sur le sol et on dormira très bien parce que c'est les matelas de qualité, c'est les matelas nyanga, c'est les matelas stylés dont je conseille à tous les téléspectateurs. Je rappelle que le stock il est très très limité, ça se vend comme les bouts de pain parce que les Camerounais ont compris que ça ne sert à rien d'acheter les matelas déjà utilisés. On ne sait pas qui a dormi sur ces matelas, ça ne sert à rien d'acheter les vieux matelas
allez dans les magasins Sorepco, c'est des matelas avec garantie, c'est des matelas dans l'emballage, c'est des matelas de qualité supérieure et ce n'est pas tout, ce sont des matelas orthopédiques. Oh là 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 là. C'est-à-dire que même les médecins conseillent ces matelas, les kinés conseillent ces matelas, ceux qui font dans les massages vous conseillent les matelas orthopédiques. Alors rendez-vous dans les magasins Sorepco à acheter des matelas orthopédiques de qualité supérieure à des prix vraiment dérisoires. Parlons bien sûr du prix. Nous allons tout de suite commencer par, bien entendu, le premier matelas. C'est bel et bien le matelas de 79 500 francs. Ce matelas coûtait par le passé 150 000, mais vous l'avez aujourd'hui dans les magasins Sorepco à 79 500 francs. Un matelas de 140 x 190, épaisseur de 18 à 79 500 francs. Il y a également un autre matelas à 132 000 francs, le matelas de 160 x 190, épaisseur de 18. Alors, chers téléspectateurs, les numéros de téléphone, vous les avez et la promotion est valable dans les magasins de Douala et de Yaoundé. Donc, Mototé, Alande au Sorepco, au Jandamatelama, Bouam. Merci infiniment, Constellamine, pour cette présentation ce matin, madame, messieurs. Nous, on vous dira vraiment merci pour tout, merci pour l'attention. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera véritablement 10h sur les antennes d'Equinox Télévision. Merci d'être resté à nos côtés. Charla Melbachoum, Bon Bengan, Karine Sontia, Dominique Audrey. Merci à toute l'équipe accompagnée ce matin par Emmanuel Wapi, Carlos Minuit, y compris Séverin Chouban. Bonne journée à vous et à demain.